Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com/noéjacomet. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors aujourd'hui je reçois Maxime Iranzo, transparence oblige, Maxime est le mari de ma cousine, et donc c'est comme ça qu'on se connaît. Il est tatoueur dans le Vaucluse et le protagoniste malheureux d'un accident dont on va parler, qui lui est arrivé pendant la crise des Gilets jaunes en fin d'année 2018. Je rentre pas dans les détails ici parce que vous allez voir qu'on va largement revenir dessus avec Maxime. Mais vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui va principalement traiter du sujet des violences policières, de la formation ou du manque de formation des forces de l'ordre, mais aussi plus largement de la violence tout court, du climat qui règne en France ces dernières années. On va aussi dresser quelques parallèles avec ce qu'on a pu voir aux États-Unis, où la police est aussi au centre d'un grand débat, les questions de discrimination raciale qui sont sous-jacentes à ça, et bien plus. Alors petite précision pour ceux qui regardent cet épisode sur YouTube, on a eu quelques soucis techniques qui sont juste liés à la vidéo, mais donc le principal, c'est-à-dire les propos de Maxime sont tous là. Et donc sans plus attendre, voici Maxime Iranzo. Alors Maxime Iranzo, merci d'avoir accepté mon invitation, et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Salut. Alors évidemment, du fait de ta mésaventure de fin 2018, le thème central de cet épisode, ça va être celui de la police, des violences policières. C'est un sujet qui est dans l'actualité en ce moment, puisque le 19 mai dernier, il y a eu une grande manifestation policière devant l'Assemblée nationale. Donc on va évidemment revenir notamment là-dessus. On va aussi parler du climat qui règne un peu en France, du manque de formation et des violences qu'on a pu constater ces dernières années. Et puis aussi un peu peut-être des corrélations ou pas qu'on peut faire avec notamment les États-Unis. Il y a eu notamment le procès de Derek Chauvin, qui était le principal responsable de la mort de George Floyd il y a pas longtemps. C'était le mois dernier, en mai 2020. Donc ça va nous amener aussi un peu à parler de racisme, de sa présence et de sa perception en Europe et aux États-Unis. Enfin, tout un tas de sujets un peu difficiles, mais voilà, qui sont importants. Peut-être la première question que j'aimerais poser pour commencer, c'est, si tu veux bien, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé pour toi, donc en fin d'année 2018, l'épisode auquel je fais référence, sachant qu'à cette période-là, le mouvement des Gilets jaunes, il commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Alors ouais, exactement, c'était vraiment c'était le 1er décembre, donc du coup c'était au début des Gilets jaunes, vraiment les premières, enfin nous sur Avignon, c'était les premières manifs. Et c'était vraiment d'ailleurs la première manif, celle du 1er décembre. Moi vraiment par hasard en fait, en gros moi j'avais entendu parler du mouvement, on voyait les ronds-points occupés, il y avait aussi plein de contradictions dans les médias entre c'est des composantes d'extrême droite, c'est des composantes d'extrême gauche, c'est des machins, c'est des trucs. Et du coup ce jour-là en fait j'ai un rendez-vous annulé au boulot et je me dis je vais aller voir à la manif ce qu'il en est, ce que c'est exactement, qui sont ces gens et voilà. Voilà, du coup je pars là-bas, j'arrive à 16h, on était regroupés devant la mairie à Avignon, il y avait quand même beaucoup de monde, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Après, un public très hétéroclite, que ce soit âge, profession, même ça se voyait, même idéologie politique, c'était très très disparate. Et très compliqué à cerner en fait parce que pas de leader, c'était compliqué, mais en même temps c'était très populaire, donc très entre guillemets très attrayant, on va dire, on sentait quelque chose qui venait du peuple, voilà. Et après tu veux que je rentre plus dans les détails sur l'événement lui-même? Ouais, donc juste une petite mise au point avant, vas-y. Donc on est d'accord, tu manifestais pas en fait avec les Gilets jaunes. T'étais plus venu voir de quoi il s'agissait. Alors oui, je suis venu voir de quoi il s'agissait. Après, je vais pas. En fait, en partant du magasin où je bosse, j'ai vu que ça chauffait à Paris et que ça chauffait à plein d'endroits. Et du coup, quand je suis parti, j'ai quand même pris sur moi un sac à dos, un masque. Un masque pour pouvoir respirer en cas de lacrymo et c'est tout. Hein. Mais voilà, non, sinon après j'avais pas de signe distinctif. J'étais en bleu d'ailleurs. Ok.
Ok. Voilà. Et donc, ouais, là-dessus, si tu veux bien m'expliquer du coup comment ça s'est passé, parce qu'après, il y a eu du coup une intervention des forces de l'ordre. Donc, ouais, c'était quoi le Ouais. déroulement? Alors le déroulement, c'est que justement, on était tous place de la mairie. Ça s'est dit, on va descendre l'avenue principale. D'un coup, ça a gueulé parce que je te dis, l'organisation, il n'y avait pas vraiment d'organisation, quoi. Et Mhm. on a dit, on va descendre la rue de la République. Donc la rue de la République, c'est une très longue avenue avec de part et d'autre tous les commerces principaux à Avignon et tout. Et on commence à Mhm. descendre et à peu près, je sais pas, une centaine de mètres sur la droite, en fait, t'as la préfecture qui Mhm. est dans un cul-de-sac, qui est dans une sorte de cul-de-sac dans un vieux bâtiment et tout. Et là, il y avait des policiers en civil et quelques-uns en uniforme avec 2 camions, juste pour protéger la préfecture, voilà. Donc le cortège, Mhm. du coup, s'arrête face à eux. Et là, bon, ben, ça commence à chanter, à insulter plus ou moins, voilà. Enfin, il y a eu plein de choses. Mhm. Et ça a stagné un bon moment là devant. Jusqu'au moment où, très franchement, alors moi j'étais pas dans les premiers face au truc, j'étais en arrière et j'ai jamais entendu de sommation quoi que ce soit, mais en 5 minutes, on s'est retrouvé dans un nuage de lacrymo hallucinant en 5 minutes. Mhm. Euh, et, euh, et après, ben moi j'ai reculé parce que justement les lacrymos, puis ça commençait à lancer des pierres d'un côté. Enfin voilà, ça commençait à s'ennuyer. Donc moi j'ai reculé, donc j'étais sur le trottoir en face, c'est-à-dire il y avait la largeur de l'avenue qui nous séparait quoi. Mhm. Et je discutais avec un père de famille qui était avec sa fille, qui devait avoir 14-15 ans quoi. Mhm. Et là, il y a eu une deuxième salve de lacrymo, mais beaucoup plus loin, enfin, qui sont arrivés Mhm. beaucoup plus loin jusqu'à nos pieds. Et là, bon, ben, tout le monde s'est un peu éparpillé. Et moi, j'ai fait un quart de tour sur moi-même pour regarder du côté de la préfecture. Et en faisant ce quart de tour, j'ai pris un énorme choc dans la mâchoire et je suis tombé. Mhm. Et moi, les seuls trucs que j'ai eu, c'est que j'ai entendu hurler flashball, il est touché, machin. Et après, moi, j'ai un peu perdu connaissance jusqu'à ce que je la reprenne un peu, je reprenne connaissance un peu plus tard. Mhm. Après, au niveau de l'intervention policière en elle-même, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous, on était nombreux et eux, ils étaient en sous-effectif de chez sous-effectif. Ça, Mhm. je nie pas que à un moment ils aient pu avoir peur Ouais. parce que voilà, on est tous humains et tout, et c'est vrai qu'ils étaient en sous-effectif, comme je te dis, je pense qu'il y avait, je sais pas, 5-6 en uniforme et 5-6 en civil, quoi. Donc Mhm. vraiment, devant une foule, ça faisait pas lourd, quoi, et d'ailleurs, pendant Ouais. un bon moment, ils ont reculé, en fait, et ils ont appelé des renforts qui sont arrivés par les rues adjacentes après, quoi. Mhm. Voilà. Mais toi, t'avais l'impression que, parce que c'est dur à cerner évidemment quand on n'est pas sur place. C'était comment l'ambiance? Voilà, t'avais l'impression que les gens qui manifestaient, ils étaient agressifs? Non, pas vraiment. En fait, au début, quand on est arrivé devant la police, il y a eu forcément des slogans, des machins Ouais. anti-police, anti-machin, mais rien de pire que ce que font les policiers tous les jours face à une manif d'étudiants, de n'importe quoi quoi. Enfin voilà, c'était pas Mhm. voilà. Après, il y a toujours, comme je te dis, deux trois huluberlus qui s'avancent un peu plus que d'autres, mais bon, ils prennent un coup de bombe lacrymo dans la figure et ils reculent. Et puis Mhm. non, franchement, c'était pas un truc. Enfin, pour moi, il y avait pas une. Je me suis pas senti en insécurité au sein de la foule. Tu vois, je me suis pas dit, oh putain, il y a que des barjots autour de moi, ils veulent en découdre. Non, c'était comme je t'ai Mhm. dit sur la place de la mairie, il y avait de tout. Il y avait des jeunes filles de 16 ans jusqu'à 50, et il y avait des mecs à la retraite, il y avait des jeunes, voilà. Après, au milieu de Mhm. tout ça, il y avait de tout. Il y avait, enfin, parce que moi, j'ai aussi vu des jeunes faire des conneries derrière moi et même voler des portefeuilles à des manifestants. Enfin, Ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire. C'était un conglomérat de choses qui était très très compliqué. Et quand c'est parti en couille, ben ouais, enfin, c'était compliqué à discerner qui faisait quoi et qui était quoi en fait. C'était une Bien pagaille sûr. sans nom en fait. Mhm. Voilà. Et même entre manifestants, ça se prenait enfin, tu vois, comme ça c'est fait d'ailleurs sur les ronds-points ou d'autres endroits. Hein. Entre Ouais. manifestants, ça se prenait la tête entre ceux qui voulaient avancer, ceux qui voulaient pas avancer, ceux qui voulaient en découdre et pas en découdre. Enfin voilà, c'était très, très, très brouillon.
Ok. Donc tu me disais que tu as perdu connaissance. Tes souvenirs après, du coup, après cet incident-là, c'est quoi? C'était aux Ouais, urgences? C'était... non, je suis revenu très vite à moi. En fait, j'ai perdu connaissance peut-être 3-4 minutes, le temps où j'étais au sol, en fait. Où j'étais au Ah, sol, d'accord. au milieu des lacrymos et tout. Là, j'ai entendu gueuler flashball et tout, mais la douleur et tout, je pense que là, j'ai perdu connaissance. Et après, je me Mhm. suis réveillé, j'étais au milieu de la rue et il y avait 3-4 gilets jaunes qui étaient en train de me tirer au milieu de la rue. Et ils m'ont tiré jusqu'à un magasin où le magasin m'a laissé rentrer et ils ont refermé les portes derrière moi et là, j'ai attendu les pompiers. Ok. Ok. Et donc là-dessus, donc les pompiers, je suppose, t'emmènent aux urgences. T'as eu une chirurgie. Tu peux te détailler un peu, enfin voilà, parce que c'était une blessure relativement lourde quand même. Ouais. Oui, j'ai eu une double fracture de la mâchoire. Donc l'impact, ça a eu lieu à gauche, du côté de la mandibule gauche, mais juste sous l'oreille. Mhm. Et par effet de souffle, ça a cassé aussi à droite, à la mâchoire inférieure, à droite, par effet de souffle, ça a cassé l'autre côté aussi. Donc ça fait une double fracture avec un saignement dans la bouche. Ouais, sur le coup, déjà une douleur ahurissante, enfin, que j'avais jamais ressentie vraiment. Mhm. Et après plus, j'étais un peu abasourdi. Enfin, les premiers trucs, c'est que je me demandais si j'étais défiguré, pas défiguré. Hmm. Je me demandais si, parce que du coup, c'était la panique autour de moi, donc il y a rien qui te rassure. Ouais. Il y a des gens qui hurlent, il y a des gens qui te filment, il y a des gens qui, donc c'est très compliqué d'avoir un peu de calme et de lucidité. D'ailleurs, je me rappelle qu'à un moment dans le magasin, malgré la mâchoire, j'ai hurlé en leur disant mais fermez-la, j'ai Hmm. besoin de calme. En plus, il fallait que j'appelle ma femme pour lui dire parce que j'avais plus de téléphone et qu'il fallait que je lui dise que voilà que j'étais mal en point. Mhm. Donc ouais, ça a été assez confus. Après, au niveau purement médical, ouais, une double fracture de la mâchoire, dont une ouverte. Mhm. Je suis allé aux urgences d'Avignon. Ah, ils m'ont reçu super bien, sachant que ce soir-là, il y a eu d'autres choses et des deux côtés. Donc j'avais avec moi dans la salle d'attente des gens gilets jaunes qui avaient pris des coups par la police ou enfin voilà, par la police en général. Et à côté, j'avais aussi des Mhm. gens commerçants qui avaient été agressés par des gilets jaunes ou voilà, il y avait de tout aux urgences dans ce contexte de, Hmm. comme je te dis, de confusion totale. Donc c'était particulier. Donc radio et tout à Hmm. Avignon, bon forcément verdict fracture. À Avignon ils me disent qu'ils peuvent m'opérer mais que eux, ce sera des broches externes, donc un peu à la Hellraiser, donc tu vois un peu avec les Ouais. tiges qui sortent des joues et tout. Ouais. Et ils me disent sinon c'est Marseille. Donc j'ai dit bon ben Banco Marseille. Mhm. Donc ben là j'étais un peu soulagé. Je me suis dit bon je vais à Marseille et tout, mais là on m'annonce qu'il n'y a pas d'ambulance pour me transporter à Marseille. Putain. Donc il me dit bah c'est soit Avignon, soit vous allez à Marseille par vos propres moyens. Ok. Donc il me donne ce qu'il faut pour la douleur et c'est ma femme qui m'a amené à Marseille en voiture, sachant que bah, déjà sortir d'Avignon avec les événements c'était compliqué. Ouais. Plus arriver à Marseille avec les événements c'était compliqué parce que du coup Ouais. l'hôpital de Marseille a été aussi débordé au niveau des urgences par les événements des Gilets jaunes, plus les Hmm. flics qui contrôlaient tout le monde, etc. Donc ouais, ça a été long. Et puis du coup, j'arrive à Marseille, je suis prise en charge, radio et tout, mais il y avait beaucoup d'urgences vitales ce jour-là, donc j'ai attendu 72 heures l'opération. Putain, la vache. C'est-à-dire que ouais, je suis resté dans mon lit pendant 72 heures en buvant que de l'eau et en attendant que toutes les opérations entre guillemets vitales passent avant moi, ce qui est normal, hein, Ouais. je m'en plains pas, hein, Ouais, bien sûr. j'ai été très bien prise en charge par l'hôpital de Marseille, mais voilà. Et sachant aussi que ma voisine de chambre, donc j'étais pas dans sa chambre, mais c'était la chambre à côté, c'était Madame Zineb Redouane qui est décédée des suites du tir de lacrymogène par les CRS à Marseille le même jour. Hmm. Donc elle, en fait, elle a reçu, bon, du coup, ma femme est allée discuter avec elle un tout petit peu parce que elle parlait, elle délirait un peu et tout. C'était une mamie de 80 ans et donc elle a pris une cartouche de lacrymo dans la mâchoire et elle vraiment elle était ben, quand je te dis défigurée, c'est défiguré quoi. Enfin, Hmm. bref. Et du coup elle a pas survécu à l'opération et Putain. je crois que le procès est en cours ou que je sais pas exactement où ils en sont. Hmm.
Ok. Donc Et moi, après opération, vas-y, pose de vas-y. plaque, une plaque sur la mandibule gauche et une plaque là en bas. Après, bah, la convalescence, comme pour toutes les fractures de la mâchoire, longue, fatigante, pas manger, manger liquide pendant des mois, voilà. Puis après, il y a le côté psychologique aussi, forcément. Hmm. Ok. Parce que oui, pendant un temps, j'avais que de la colère, en fait. Hmm. J'avais que de la colère parce que je comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas exactement comment, pourquoi moi, à cette distance, alors que j'étais ni en mouvement, et que je mesure 1m73 et que je suis pas un Golgoth. Enfin, tu vois, il y a aucun moment où je suis allé insulter qui que ce soit. Et d'ailleurs, enfin, on le voit sur les vidéos et tout, parce que j'ai été confronté aux vidéos. Donc, du coup, toujours dans l'incompréhension, en tout cas. Hmm. Ok. Et alors, toujours Voilà. pour Mais après, sinon, ben, je sais pas, ouais, dis-moi ouais, ce que tu pour le veux que je te dernier, dise non, non, dessus. c'est parfait. La question que je me posais, je sais pas si c'est, mais tu vas me dire, c'est en gros parce que donc tu as eu, comme tu disais, des mois de rééducation entre guillemets, et notamment voilà, tu peux pas manger normalement, forcément, hein, ça touche la mâchoire, et du coup, voilà, t'as dit des mois, mais précisément, ça dure combien de temps? Et puis peut-être, est-ce que tu as eu des séquelles ou est-ce que voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre? Alors malheureusement, non. Alors là, le premier truc, c'est que l'opération s'est super bien passée, donc ça c'était cool. Mhm. Parce qu'au début, on m'avait dit, selon comment on est obligé de remettre la mâchoire, on sera obligé de la fixer et de vous casser une dent pour manger. Enfin, tu vois, il faut la fixer fermée et tout. Mais en fait, l'opération s'est très bien passée. Donc du coup, moi, j'ai pu avoir une mâchoire mobile, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas mobile du tout, mais dès le début. Mhm. Donc j'ai pu au moins m'alimenter à base de soupe, etc. Ça a duré un bon presque ouais, 2 mois de trucs liquides. Ok. Après, petit à petit, tu réintroduis un peu de purée, après un peu de mâche, et puis en plus, moi, enfin, comme pour tout le monde, je pense, mais vu que c'est la mandibulaire, je pouvais pas ouvrir la bouche en fait. Hmm. J'avais un espace entre les dents qui pouvait pas laisser passer une cuillère. Ouais. Et en fait, petit à petit, par la rééducation, j'ai réussi à réobtenir une ouverture de la bouche à peu près normale. Hmm. Voilà. Après, oui, après, malheureusement, après, ben, quand on vous remet la mâchoire en place, on la remet pas exactement comme elle était, Ok. forcément, hein. Donc du coup, pendant un bon moment, j'étais assez handicapé au niveau des dents parce qu'elles s'entrechoquent plus au même endroit, donc l'usure c'est plus la même, enfin c'est pas la même qu'avant. Donc du coup, tu as des dents qui se touchent plus rapidement que d'autres, alors qu'avant elles se touchaient pas. Enfin voilà, au début c'est assez déconcertant. Après, tu commences à l'oublier. De temps en temps, j'ai des douleurs dans les plaques, surtout dans celle de devant, bizarrement. Celle-là, je la sens pas trop, mais celle de devant, je la sens bien, parce qu'elle est juste sous la dent et c'est juste sous la gencive, elle est à fleur, donc du Hmm. coup, je la sens bien. Et ben, magie du flashball, du coup, moi, 1 an et demi après, j'ai eu une sorte de paralysie du bras gauche, j'avais super mal, un truc de ouf. Et en fait, je suis allé voir un neurologue et en fait, j'ai une hernie qui est sortie au niveau du C3, C4, c'est-à-dire juste au niveau du cou, là, juste où se rattache le crâne. Putain. Et, et comme m'a dit le spécialiste, il y a 90% de chances que ce soit les Ouais, oui. séquelles d'un flashball, parce que ce genre d'hernie, c'est sous un choc, un accident de voiture et tout que ça Hmm. sort. Et moi, j'ai rien eu d'autre dans ces moments-là, quoi. Donc du coup, ben, voilà, je me balade avec une hernie qui n'est pas opérable et qui des fois me handicape, des fois pas du tout. Donc voilà, je Hmm. fais avec. Ok, putain, je savais pas du tout. Et, euh, et maintenant, il y a les et maintenant j'attaque les problèmes dentaires, voilà, les problèmes dentaires parce que comme je te dis, l'usure des dents c'est pas la même et tout. Donc du coup après, ben voilà, t'attaques les problèmes dentaires. Là, j'ai rendez-vous le 14 juin pour voir le chirurgien qui doit m'enlever les plaques dans la mâchoire pour que je puisse faire les soins dentaires parce que je peux pas faire les soins dentaires avec les plaques dans la mâchoire. Donc du coup, Hmm. opération et après soins dentaires. C'est quand ça? Donc non, c'est là le 14 juin, j'ai mon rendez-vous chez le spécialiste maxillofacial à la Timone à Marseille. Ok. Et on va voir quand est-ce qu'on programme l'enlèvement des plaques. Et je sais pas trop. Voilà. Je t'avouerai que normalement ça devait se faire au bout d'un an. Bon, il y a eu la crise du Covid, mais il y a eu aussi le fait que moi je me sentais pas de me refaire opérer là. Il y avait trop de choses Hmm.
C'était trop frais, j'avais pas envie de repasser sur le billard, j'avais pas envie de. J'ai mis longtemps à sortir de la colère elle-même du moment. Et j'avais pas envie de replonger là-dedans parce que quand tu replonges, enfin là, de me refaire opérer, de machin, je replonge là-dedans, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Mais après, voilà, il faut y passer. Ok. Oh. Alors j'ai déjà eu ce débat avec pas mal de gens, mais je voulais ton avis. Voilà, quand on voit ces violences, évidemment on parle beaucoup des violences policières parce qu'il y a eu des répercussions, mais en vrai évidemment on le sait, c'est dans les deux sens. Les derniers chiffres que j'avais vu passer d'ailleurs, c'était des chiffres d'Amnesty International, ils datent de novembre 2019, donc juste avant la crise Covid. C'était quelque chose comme, donc juste vraiment concentré sur la crise des Gilets jaunes, je crois que c'était 2500 blessés civils et 1800 blessés côté force de l'ordre. C'est quand même pas rien. Et puis c'est sans prendre en compte le détail, parce qu'évidemment il y a eu des blessures graves, il y a la tienne qui est déjà pas évidente, et puis on sait qu'il y a eu aussi des choses encore pires, des mutilations, des gens qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, ce qu'on a appelé des blessures de guerre. Donc voilà, quand on entend tout ça, et là c'est mon côté un peu provoque, mais on se dit qu'en fait entre l'état policier version Macron et l'état policier version Poutine, bah il n'y a pas tant de différence que ça. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse? Alors, je pense que, en tout cas, sur le moment de la. Après, je peux pas parler en général parce que je vais dire franchement, je suis pas très confronté à la police et j'en suis très content. Mais en tout cas, dans cette période-là, oui, il y a eu. Enfin, franchement, moi, pour avoir vécu ce que j'ai vécu, mais aussi pour m'être documenté après, pour avoir des potes qui sont sur Marseille et sur Paris et qui m'ont rendu compte de certains événements et tout. Je pense qu'à cette période-là, quand même, ils étaient bien en roue libre du côté de la police, quand même. Alors après, je suis bien entendu le premier à reconnaître qu'ils faisaient face à une violence aussi, hein. Mais n'oublions pas que c'est eux qui portent l'uniforme. N'oublions jamais ça. C'est juste ça. C'est qu'à un moment, mettre sur le même plan des manifestants avec l'effet de foule, l'effet de colère et les revendications qu'ils ont, mais des manifestants qui arrivent en basket, machin, et mettre en face des gens suréquipés qui doivent avoir eu un enseignement, qui doivent avoir eu, entre guillemets, un peu de pédagogie, un peu de machin. Je pense que les violences, enfin, pour moi, elles peuvent pas être mises sur le même plan. Voilà. Après, les effets qu'elles ont sont aussi graves d'un côté que de l'autre, mais elles peuvent pas être mises sur le même plan. Voilà, pour moi. Ok, très bien. Et je voulais te demander, tu connais un peu l'affaire Cédric Chouviat? Ouais. Alors, Oui, je tout à vais quand fait. même résumer brièvement pour les auditeurs ou auditrices qui ne connaisseraient pas dans le détail, mais donc c'était un monsieur qui avait été interpellé, donc il était en deux roues, je crois, et il avait vraisemblablement résisté un petit peu, mais ensuite il était quand même tombé inconscient à cause d'un plaquage ventral qu'il a subi, et il est décédé des suites de son interpellation. J'aurais aimé savoir ce que toi tu pensais de ce cas qui est français, et après on va s'intéresser évidemment à d'autres cas. Alors sur le cas précis, c'est compliqué de s'exprimer parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites et je t'avouerai que j'ai pas eu le mot de la fin sur le fait du est-ce qu'il a résisté, est-ce qu'il a tant résisté que ça et tout, mais Ouais, c'est pas clair, je suis d'accord. je veux dire mais à partir du moment où je crois que les agents de police étaient 2 ou 3, que le gars il fait 1m70 et qu'il est en scooter et qu'il est pas armé, je pense qu'à un moment il y a quand même quelque chose qui dérape pour que ça entraîne la mort quand même. Je pense qu'à 2 gars, voire 3 qui ont une instruction et un matériel, on peut immobiliser un homme sans le tuer. Complètement. Je te demande ça parce que C'est mon avis, hein, mais... ouais. Je te demande ça parce que moi je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a évidemment il y a tout ce qui est l'aspect des directives du pouvoir, il y a tout l'aspect du matériel. Est-ce que le matériel qui est utilisé est approprié, mais il y a aussi la question de la formation des policiers, enfin des forces de l'ordre en France. Moi je suis pas du tout expert en arts martiaux, en sport de combat, etc. Mais il semble quand même que certaines techniques soient plus adaptées au travail de la police que d'autres. Et je vais après détailler, mais voilà, je voulais savoir si toi tu t'étais un peu documenté là-dessus, si tu avais une opinion voilà, sur la formation, les arts martiaux pour les forces de l'ordre. Moi, je me suis documenté. Moi, j'ai pris un LBD, donc je me suis surtout documenté là-dessus en fait. Quand j'étais à l'hosto ou en convalescence, j'ai épluché pas mal de trucs sur le LBD. D'accord.
sur la formation des policiers, etc. Et bon, ce qu'il en ressort, c'est que ce qu'il en ressort que, enfin, de tous les articles que j'allais lire, c'est que de toute façon, le LBD est une arme pour moi de toute façon, et que par rapport à ça, il y a des policiers qui ont eu des LBD entre les mains pendant les Gilets jaunes, qui n'avaient jamais tiré de cartouche de LBD de leur vie. Voilà. Et ça, ça peut-être que personne ne le dira comme ça, mais moi, j'ai des clients qui sont gendarmes et policiers et qui m'ont décrit comment ça se passait et les formations qu'ils avaient, notamment sur le LBT, mais même sur le tir au pistolet, sur le tir pur au pistolet. Quand le gars il te dit si je tire un chargeur par an, c'est le maximum, il y a quand même des questions à se poser. Et sachant aussi que on met ces armes dans les mains de gens à qui on fait passer des tests d'entrée qui sont entre guillemets plus que risibles, quoi. Ah ouais? Enfin, pour avoir une arme, pour moi. Tu peux détailler parce que je connais pas du tout ça. Ah ben, mais enfin, il y a tout en fait. Enfin, je vais te dire une chose, c'est du début, c'est même pas que sur les armes, c'est du début à la fin que notre police et notre gendarmerie sont mal équipés et mal, comment on dit, et qui n'ont pas d'enseignement vraiment. Moi, en sortant de l'hôpital, je suis allé déposer plainte à la gendarmerie de Pernes, qui est un village dans le Vaucluse. La gendarme, alors il y avait un téléphone pour la caserne, c'est-à-dire que moi, pendant que la gendarme prenait ma déposition, tous les appels arrivaient quand même sur elle. Donc pendant qu'elle m'interrogeait sur ma déposition, il y a eu 5, 6, 7 appels, donc elle décroche, etc. Donc toi, tu es en train de déposer. Donc moi, je dépose pour violence policière, mais c'est pareil si c'est quelqu'un qui dépose pour viol ou pour machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Par manque de moyens, ils n'ont pas 4 téléphones avec renvoi d'appel dans une caserne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, la fille qui me reçoit, j'ai rien contre elle, mais elle maîtrise moins bien le français que moi. C'est moi qui suis obligé de corriger les fautes sur le dépôt de plainte. Ce que je veux dire, c'est que il y a un moment aussi, quand on veut imposer le respect, on se doit d'avoir une certaine stature, que ce soit culturelle, sociale, et aussi dans les relations humaines et tout. Ce que il faut bien avouer que certains policiers non plus, en fait. Certains policiers se comportent comme certains jeunes dans la rue, en fait. À part qu'eux, ils ont un uniforme et un calibre. Après, au niveau du LBD, de toute façon, même dans mes recherches, tout est compliqué. On ne sait pas si ils tirent encore avec les anciens LBD, alors s'ils tirent avec les nouveaux, s'ils ont la visée laser, à quel point elle est précise, personne n'est capable de te le dire, ou alors tu fouilles, tu trouves pas. Les gars, il y a des gens qui te disent à plus de 40 mètres, tu peux pas, ça peut pas te faire mal. Il y a des gens qui t'affirment que à 100 mètres, tu peux dégommer quelqu'un. En fait, c'est hyper flou, quoi. C'est même moi qui ai fouillé dans plein de choses, c'est hyper flou en fait. Ok. Bon, donc ouais, pas le fin de mot d'histoire sur le LBD, quoi. Très bien. Ah non, sur le LBD, et puis Mais sur le LBD, moi j'ai tellement vu et entendu d'histoires justement de perte d'œil, de mâchoire et de trucs, et vu des flics en action aussi tirer entre guillemets comme des lapins, quoi. Vraiment, à un moment, comme je sais pas, tout le monde disait oui, il faut qu'ils visent en dessous des épaules et tout. Comment tu fais pour avoir quelqu'un en pleine tête? Enfin, quand tu as eu une formation et que tu dois savoir quand et comment tirer, je pense qu'à un moment, c'est quand même plus facile d'avoir 1m70 de corps que les 20 cm de tête qui restent, quoi. Donc, moi, le hasard, j'ai un peu du mal à y croire, en fait. Ok. Mais ouais, justement, c'est intéressant parce que effectivement, je pense qu'il y a un manque criant de formation. Moi, c'est pour ça que je mentionnais les arts martiaux. Moi, je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai lu un peu là-dessus, notamment ces dernières semaines. Et notamment, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'écoles, enfin d'académies de jiu-jitsu brésilien qui travaillaient avec les forces de l'ordre aux États-Unis, surtout. Hein. Et c'est assez intéressant, parce qu'en fait, visiblement, de ce que j'ai compris, le jiu-jitsu brésilien, ça permet vraiment de contraindre un individu, mais en fait de pouvoir, si tu veux, doser la douleur. C'est-à-dire que tu vas
c'est vraiment des prises de soumission beaucoup. Et donc ça évite d'avoir recours à des choses qui sont extrêmement violentes, comme justement le LBD, alors voilà, ou le plaquage ventral, tu vois. Dans le cas de Cédric Chouviat, moi je pense qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que je pense que si nos forces de l'ordre étaient entraînées un petit peu mieux, elles auraient une meilleure panoplie, parce que finalement c'est ce que tu disais un peu plus tôt, c'est-à-dire que je pense que ce qui a provoqué aussi le dérapage dans le cas d'Avignon, c'est que les mecs ont eu peur, tu vois, et que quand on a peur, on arrête de réfléchir, on réagit à l'instinct, et donc si en plus t'es pas formé à utiliser des choses moins agressives, bah, tu vas utiliser ce que tu as sous la main et ça va donner des blessures comme la tienne ou voire des choses encore plus graves, quoi. Donc voilà, ça me paraissait une piste intéressante. Je sais pas si tu connais le jiu-jitsu brésilien, mais voilà, comme j'ai un peu bossé pour préparer ça et je trouvais ça intéressant de mentionner ça, quoi. Après, faut pas oublier que nous, on est en région et que je pense que les flics, enfin, en tout cas, ceux qui font du maintien de l'ordre, ils sont moins habitués que sur Paris, Marseille ou d'autres à faire vraiment du maintien de l'ordre. Et je pense que vraiment, ils atteignaient leurs limites, en fait. Il y avait du monde, ils ont pas, enfin, de toute façon, même après l'intervention, ça, c'était la panique. Mais vraiment, même de leur côté, enfin, moi, par exemple, quand les pompiers sont venus me chercher, les gars, ils ont continué à tirer des lacrymos. Il y a des lacrymos qui sont arrivés dans le camion de pompiers, quoi. Dans le camion de pompiers dans lequel j'étais, avec les 2 portes ouvertes, et les gars, ils continuaient à tirer dessus, alors que les pompiers, ils hurlaient d'arrêter et tout. Ça, je l'ai vécu, quoi. J'ai vécu les pompiers qui font le contour du bâtiment dans lequel j'étais et qui peuvent pas partir à cause des CRS. C'est-à-dire qu'on est resté un quart d'heure garé dans la rue parce que les CRS ne nous laissaient pas passer. Ça, je l'ai vécu, par exemple, avec des insultes de part et d'autre entre pompiers et policiers. Ça, je l'ai vécu. Donc c'est vrai aussi que quand on nous dit quand on fait tout un truc sur les jeunes de banlieue, sur les machins et tout, ben mettez des gens respectables en face d'eux et peut-être qu'ils les respecteront. Moi, c'est ce que je dis, c'est tout, quoi. Parce que quand il y avait dans certains quartiers des polices de proximité et tout, ben le dialogue il y était encore, quoi. Maintenant qu'on a mis que des baqueux et des cow-boys, eh ben voilà, on en arrive à ce qu'on voit. Et justement, il y a eu un autre cas complètement dramatique. Donc là, c'est dans l'autre sens, parce qu'il y a eu, il y a quelques semaines, un policier qui a été tué par balle, justement, à Avignon. Et comme tu es dans le Vaucluse, je voulais avoir un peu ton ressenti aussi sur cette affaire-là, quoi. Alors, c'est malheureusement notre petit département du Vaucluse n'est pas à l'abri de tout ce qui se passe ailleurs, et le trafic de drogue a gangréné complètement toutes les banlieues ici. Et il faut savoir que de toute façon, c'est les gars de Marseille qui tiennent les banlieues de Cavaillon, de Carpentras, d'Avignon ici, quoi. Ah ouais, ça se répand comme ça? Et du coup, ouais, ça se répand comme ça, ouais. Ouais. Et maintenant, tu vas à Cavaillon, qui est une ville de 35 000 habitants, t'as les mêmes drives de la drogue qu'à Marseille, quoi. Tu passes à n'importe quelle heure, il y a les choufs, il y a les machins. D'ailleurs, il y a eu le premier règlement de compte à Cavaillon, quoi. C'est une ville de 30 000 habitants, tu vois. Putain, c'était quand ça? C'était il y a 15 ou 20 jours, là, ouais. Un gars de 35 ans, il a pris 13 balles de Kalachnikov. Oh là là. Donc tu vois que moi, ma sœur qui travaille à la crèche à Carpentras, qui est juste à côté du quartier dit sensible, je sais pas, dans l'année, elle a dû être confinée 4 ou 5 fois parce qu'il y avait intervention de la police ou des coups de feu ou des machins comme ça. Et Carpentras, c'est pareil, quoi. Tu vois, donc oui, après oui, pour le policier, après la rue où ça s'est passé, c'est une rue qui est connue depuis que j'ai 15 ans, quoi. Donc depuis 30 ans pour être un lieu de deal. Donc si en 30 ans ça n'a pas changé, c'est dur à comprendre. Et après enfin, malheureusement, je sais pas comment expliquer. Malheureusement, on est dans une société qui a de moins en moins recours à la nuance, qui est de plus en plus dans l'extrême l'extrême le plus possible. Et la violence, elle y coupe pas. Et ces jeunes des quartiers ou ces jeunes dealers, ils sont dans la violence extrême. Et pour eux, tirer, ça a plus la même connotation que ce que ça avait avant. Et après, enfin, franchement, je pense que pour eux, tirer sur un flic ou un autre, c'est pareil, en fait. Eux, ce qu'ils défendent, c'est leur business et leur peau, en fait. C'est tout. Je veux dire que tu sois un civil, je serais intervenu dans un point de deal de façon un peu véhémente, j'aurais pris la balle pareil, je pense. Je
pense Ok. que c'est juste qu'ils ont plus aucune notion de ce qu'est la valeur d'une vie humaine par rapport à leur business, à leur vie de tous les jours aussi, parce que faut pas se leurrer, hein, ils vivent dans la violence et dans l'ultra-violence tous les jours. Et donc voilà. Après, de toute façon, je pense, enfin moi par rapport à ça, je pense que le combat est perdu depuis un moment et que notre cher ministre de l'Intérieur, avec ses beaux discours et faire semblant qu'il va reprendre les choses en main, il y a 10 ans, c'était un autre ministre de l'Intérieur qui disait qu'il allait tout passer au Karcher et depuis, il y a rien qui s'est passé et je pense que le Karcher il est tombé en panne et la situation s'est largement empirée quoi. Hmm. Et alors je dis ça, mais je pense pas que ce soit la solution de Ouais, passer au Karcher. Hein. C'est la solution, c'est eux qui adoptent ce genre bien sûr, bien sûr. de solution. Mais n'empêche qu'à chaque fois ils font les malins, ils disent on va tout arrêter et tout, mais qu'à chaque fois ils se prennent les pieds dans le tapis. Le trafic de drogue est de plus en plus important, l'ambiance délétère est de plus en plus néfaste dans ces quartiers-là. On les laisse de plus en plus à l'abandon. Donc voilà. Après, et après, on sait, moi, c'est juste de faire les offusquer après, enfin, de se trouver, enfin, moi, c'est ça qui me désole, en Hmm. fait. Que nos dirigeants en soient encore à se dire, ah, mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais viens, passe 2 jours dans un quartier, tu vas comprendre pourquoi les jeunes, ils sont violents, pourquoi les jeunes, ils préfèrent prendre 200 balles pour chauffer que pour aller faire tourneur fraiseur à 1 200 € par mois. Euh, Hmm. voilà, c'est tout. Et peut-être que aussi, si le papa avait un travail, que la maman avait un travail, il serait pas obligé d'aller faire le chouf pour pouvoir nourrir ses frères et sœurs, pour pouvoir payer son loyer. Voilà, il y a plein de choses. Donc c'est tellement simple de réduire ça à ce à quoi ils réduisent que ça m'étonne. Voilà. Hmm. Après, pour le policier d'Avignon, voilà, moi, toute mort d'homme me fait mal. J'arrive plus trop à comprendre vraiment dans quelle société on vit par rapport à cette violence, que ce soit parce que même entre jeunes, enfin, je veux dire, ils se font pas de cadeaux. C'est pas que les Hmm. flics. Souvent, on nous dit ouais, les jeunes, ils s'en prennent aux flics et tout, mais c'est pas vrai, ils s'en prennent pas aux flics. Les premiers à qui ils s'en prennent, c'est à leurs alter ego, à la banlieue d'à côté ou aux voisins d'à côté. Ou c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est une Hmm. victime parmi tant d'autres, le flic. Voilà. Absolument, ouais. Mais justement, ça m'amène Leur parce que je violence, elle voulais. est pas dirigée contre eux, leur violence, elle est là, quoi. Elle est Oui, pas oui. dirigée contre l'État, entre guillemets, elle est même pas dirigée contre l'État. C'est ça qui est presque malheureux, c'est qu'ils pourraient être revendicatifs et avoir une haine de l'État et vouloir casser tout ce qui représente l'État. Mhm. Mais en fait, ils veulent tout casser, c'est pas que l'État. Hmm. Enfin, comme je te dis, ils nuisent à leurs voisins, ils nuisent à leur famille, ils sont capables de se tuer entre frères. Hmm. Enfin, voilà, donc ça m'étonne pas qu'on en arrive là. Ok. Et justement, ouais, je voulais qu'on dresse un peu des parallèles avec les États-Unis. Là-bas aussi, il y a des problèmes assez évidents, un peu de cette nature-là. On a pu récemment constater justement les cas de violence entre policiers et civils. Il y a eu la mort de Daunte Wright, il y a eu le procès de Derek Chauvin qui a tué George Floyd. Euh, voilà, moi j'aurais aimé connaître un peu ton analyse du contexte américain, voilà ce que tu en penses, hein, sachant qu'évidemment on est de loin et on n'est pas confronté à la réalité du terrain, mais voilà, on a quand même des médias, on peut s'informer, donc voilà, je voulais connaître ton ressenti là-dessus, quoi. Ben, le parallèle, il est dur à faire en même temps parce que le vécu aux États-Unis, il est tellement différent de chez nous et ils ont tellement une histoire différente sur la construction de leur État, sur la façon dont ils gèrent ne serait-ce que les armes, Mm. que même la police, le système de shérif, le système de, enfin voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une autre organisation. Après, moi, ce qui me semble semblable, c'est que de toute façon, la victime de violences policières, quand on fait le bilan et qu'on regarde les chiffres, ben en gros c'est les minorités, c'est-à-dire que c'est soit des blacks, mais chez nous c'est des arabes ou des blacks, que souvent les plaintes qui ne sont pas prises, c'est celles pour violence conjugale, donc c'est des plaintes de femmes, Mm. que enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est il y a quand même une sorte de ouais, je sais pas quoi, je sais pas comment expliquer, mais oui, il y a une institution, quoi. Il y a une institution qui a jamais été ouverte et qui a quand même toujours été plus ou moins, je sais pas, plus ou moins violente, plus ou moins intolérante.
Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Mm. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse, c'était les premiers trucs. Enfin, il y avait les ratonnades, les machins et tout, et ça existait déjà, et c'était déjà des policiers, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même un truc d'institution qui se perpétue, quoi. Mm. Qu'on le veuille ou non. Après, je dis pas que tous les flics sont comme ça, hein, Ouais, mais bien je dis sûr. qu'il y a une logique, enfin, ouais, il y a un truc institutionnel qui fait que ça marche pas, que ça Mm. marche pas, Je te demandais et ça que le parce que dialogue ne marche pas. ouais, ouais. Je te demandais ça parce que en fait, ce qui m'a fait penser à cette question-là, c'est le parallèle, enfin, c'est le parallèle que je faisais, c'est parce que tu disais que, en fait, les jeunes des quartiers en France, ils sont pas spécialement nécessairement violents à l'égard des flics ou de l'État ou du gouvernement, ils sont violents tout court, en fait. Et donc, ça se Mmh. manifeste aussi contre les flics. Et c'est vrai que ça, pour le coup, moi, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec les États-Unis parce que les chiffres montrent que c'est très, très vrai aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que très souvent, en fait, quand tu vas avoir des violences policières, euh, c'est des policiers qui interviennent dans un contexte où en fait il y avait déjà des violences entre membres d'une même communauté, tu vois. Il y a eu Makia Bryant par exemple qui a été tuée par un flic il y a quelques semaines et en fait bah, on s'est rendu compte en regardant les vidéos que bah, le flic, alors je pense qu'il aurait pu mieux faire que de tirer par balle et on en revient à la question de la formation, mais en même temps il n'avait pas vraiment le choix, il était obligé en tout cas de répondre de manière plus ou moins violente parce qu'elle était en train d'essayer de poignarder quelqu'un quand même cette fille, tu vois. Et notamment, visiblement, elle était en train d'essayer de poignarder une autre fille de son quartier, quoi. Et donc voilà, c'est assez désolant. Et ça, on voit le parallèle qui est évident. Et je sais pas vraiment quelle est la solution. Après, il y a un autre truc qui m'a moi vachement surpris quand j'ai étudié les chiffres, c'est que donc là, c'est vraiment sur le contexte américain. Euh, il y a beaucoup de ce qu'on appelle black on black violence, donc de la violence au sein des communautés noires entre eux. C'est un peu l'exemple de Makia Bryant. Et ce qui est fou, c'est que ce que tu disais sur les violences policières américaines, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'en fait, les minorités, notamment noires, sont effectivement. Alors, c'est pas sur les violences en fait. Le chiffre que j'ai trouvé, c'est sur les morts, parce que en fait, ils ont une stat. Eux, ils font des stats annuelles là-dessus, et ils font des statistiques ethniques en plus aux États-Unis, ce que nous, Eh on n'a oui, pas le droit de faire ce en que nous, on France. n'a pas. Eh oui, nous, on n'a pas. Ouais. Et donc en fait, les stats, elles sont assez intéressantes parce qu'elles montrent que, en gros, c'est assez flat. Il y a 1000 personnes à peu près qui sont tuées chaque année par les flics aux États-Unis. Et dans ces 1000 personnes, environ, hein, ça varie, mais c'est très très léger, tu vas avoir, donc premier chiffre qui m'a surpris, tu vas avoir quand même 50% de blancs. Moi, je pensais que c'était moins. Et après, tu vas avoir 25% de noirs. Et donc ça, c'est beaucoup, parce que en fait, 25% de noirs, ça peut te paraître peu, mais les noirs aux États-Unis représentent 13% de la population. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de noirs qui sont tués par la police, mais pas autant que de blancs. Enfin, il faut nuancer, tu vois. Et après, les 25% qui restent, c'est sur le reste de la population, donc ça va être des Asiatiques, des Latinos, ça va être des Arabes. Enfin, il y a pas énormément d'immigration. C'est pas comme nous en France, parce qu'il n'y a pas d'immigration massive d'Afrique du Nord comme nous on a pu faire. Mais voilà, les 25% qui restent, c'est ça. Et donc voilà, ces chiffres, je les trouve intéressants. Tu vois, c'était plus voilà des choses que j'avais envie d'évoquer avec toi. Je sais pas si tu as un avis nécessairement là-dessus, mais voilà, ça me paraissait important de le dire, quoi. Ben moi, ce qui me semble juste, c'est que ce qui me semble révélateur, c'est surtout que en fait, c'est pas qu'une question de couleur, c'est aussi une question de niveau Absolument, social. absolument. Je pense que c'est les populations pauvres qui mangent et enfin, qui mangent les coups de la police, c'est ça que je veux dire, J'ai bien compris. Ouais. et que et que mine de rien, la paupérisation aux États-Unis, elle a touché les blancs aussi. Mm. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait 50% de blancs dans les chiffres de la police, parce que les blancs, entre guillemets, les blancs pauvres et perdus aux États-Unis, il y en a peut-être même plus que des noirs. Absolument, ouais. C'est tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience en France, mais une grande partie de l'électorat de Trump, c'était ces gens-là. C'était ce que les Américains appellent avec beaucoup de mépris white trash, donc les poubelles blanches. Enfin, les déchets blancs, c'est ça, c'est effectivement des populations blanches qui sont très paupérisées. Donc ça, c'est après, il y a toute la réflexion sur le modèle social, le modèle sociétal et économique qu'on veut avoir. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'est un point intéressant, effectivement. Ben ouais, ouais. Et puis je pense qu'en France, c'est la même logique, hein. C'est la même logique. Enfin, de partout. C'est pas une question de race, de couleur, de quoi que ce soit. C'est une question de lieu de vie.
de développement social et culturel, d'accès à l'emploi, d'accès au logement, d'accès à la culture. Et quand t'as pas tout ça, eh ben je suis désolé, mais ça devient légitime de devenir violent. En tout cas, ça devient, ça s'explique, quoi. Ouais, je suis entièrement Ça d'accord. s'explique, Je suis entièrement d'accord, mais ça c'est s'explique. intéressant que tu dis ça parce que moi, je fais pas de mystère de mes orientations politiques. Je suis plus quelqu'un qui est plutôt à gauche, mais effectivement, je constate qu'il y a une focalisation ces dernières années sur les questions ethniques. Et en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que pour moi, c'est avant tout la question de classe qui est la fondation de la gauche. Et effectivement, c'est ce qui explique avant tout le fait que des gens tombent dans la criminalité, je pense, leurs ressources matérielles. Donc je partage entièrement ce que tu dis là-dessus. Ben, si on devrait être plus nombreux, ce serait plus cool. Très bien, très bien. Et du coup, voilà, on va faire un petit détour sur les États-Unis parce que ça me paraît assez intéressant. Mais pour revenir sur le contexte français, on a eu ce beau veau de la sécurité, tu sais, dont je parlais Mhm. dans l'intro, avec de nombreux fonctionnaires et syndicats de police qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale. J'aurais aimé savoir si tu avais un ressenti par rapport à ces rassemblements et puis aussi par rapport aux revendications que tu as éventuellement entendues de la part des policiers, puisqu'en plus tu disais que tu as des clients policiers, tu es tatoueur. Hein. Donc voilà. Alors moi j'ai deux ressentis, mais parce que je pense qu'il y a plein de policiers qui sont très différents les uns des autres. Mhm. Je pense qu'il y en a qui ont très envie de continuer à faire leur boulot et donc du coup d'avoir une formation convenable, du matériel convenable et des trucs de travail convenables, des conditions de travail convenables. Et après il y a l'autre catégorie qui me plaît beaucoup moins, qui commence déjà à taper sur la justice ou à taper sur en gros, c'est pas leur faute et en gros, si le système dysfonctionne, c'est à cause de la justice ou des banlieues. En gros, c'est ça, quoi. En Mhm. gros, c'est le problème, c'est ou la justice ou l'immigration. Donc, enfin, ou l'immigration ou en tout cas les jeunes des banlieues. J'aime pas ce terme jeunes des banlieues, ça me Mhm. fait toujours bizarre. Mais en tout cas, ouais, ce côté-là de la police et puis franchement, même les propositions de certains syndicats de police et même de certains partis politiques juste après ces événements m'ont paru complètement hallucinants, quoi. Moi, quand j'ai entendu Guillaume Pelletier des Républicains dire que les policiers devaient avoir le droit de juger et de suivre entre guillemets que le délinquant fasse bien la peine, ça veut dire qu'en fait, il voudrait des flics qui interpellent, qui jugent et qui surveillent la sanction. Là, oui, Oui. par contre, quand il y a des hommes politiques qui se permettent de dire ça, ouais, là, ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète un peu. Voilà, après Mais Pelletier, c'est pour un une ancien fois, Front notre National. Hein. cher... Oui, oui, oui. Bah oui, oui. Bah, de toute façon, en même temps, maintenant, est-ce qu'on arrive vraiment à les distinguer entre les Ah, quand même, Républicains et le Front il y en a qui National sont plus modérés que ça, franchement, heureusement. oui, oui, il y en a. Mais bon, là, avec les régionales qui arrivent et la présidentielle qui arrive, on sent que les angles entre les deux partis s'arrondissent bien quand même. Hmm, c'est pas faux. C'est Enfin, pas en faux, tout ouais. cas, nous en PACA, je peux te dire que Ouais, ouais. pour moi, glisser un bulletin Front National ou un bulletin Les Républicains, ça a à peu près la même odeur, quoi, pour moi. Vraiment, quoi. Hmm, ok. Ok, ok. Super. Bah écoute, donc j'ai encore une dernière question un peu sérieuse, et puis après, ce que je fais généralement, c'est que j'ai des questions bonus qui sont pas du tout sérieuses et qui prennent 5 minutes. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par Bien sûr. rapport à mon histoire à moi. Ouais. C'est-à-dire que après, j'ai quand même porté plainte Mhm. en sortant de l'hôpital contre la police, du coup. Alors le premier truc, c'est que je suis allé à la gendarmerie de mon village et le premier truc que la gendarmette m'a dit, c'est non, non, on prend pas de votre plainte, on ne prendra pas votre plainte, faut que vous alliez à la police d'Avignon. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille me plaindre chez les gens qui m'ont infligé le truc. Hmm. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai dit ben non, moi je veux pas aller me plaindre là-bas. Pour l'instant, d'abord, je sortais de l'hôpital et j'avais pas envie d'être reçu par ces gens-là. Mhm. Donc après avoir fait des pieds et des mains, elle a appelé son supérieur et son supérieur lui a dit si tu prends la plainte et voilà. Mhm. Donc du coup elle a pris la plainte. Après la plainte, j'ai eu des articles assez hallucinants dans la Provence et tout de la part de la directrice régionale de la police qui disait que j'étais un menteur, que ça pouvait pas être un flashball. Ah Bon ouais. bref, voilà, tu vois, mais sans
alors qu'il n'y a pas eu d'instruction, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, alors qu'il n'y a eu rien, tu vois. Donc la meuf, désolé, la dame Ouais. la dame pose en une de la Provence pour démentir le fait que j'ai reçu un flashball, et elle pose en une de la Provence en uniforme avec un engin explosif soi-disant fabriqué par les manifestants qui s'en seraient pris aux policiers ce jour-là. C'est-à-dire qu'en gros, elle montre une bombe artisanale qui dit ça justifie qu'on ait dégommé ce jeune homme. Comment elle s'appelle, cette femme? Donc, putain, je l'ai plus. Je te la communiquerai, Ok. je m'en rappelle plus. Je ferai un Je petit m'en rappelle ajout. plus, mais Voilà, c'est bien de namer voilà. aussi. Ouais, et puis en plus, je pense que cette dame, elle a bien soutenu le policier boxeur de Toulon, là, celui qui avait fracassé à coups de poing un gars en pleine rue. C'est un de ses grands copains qu'elle a décoré plusieurs fois. Cette dame a loué une partie du Palais des Papes pour son intronisation à la police d'Avignon, qui a coûté je sais plus combien de sous la réception. Enfin voilà, bon bref, quelqu'un d'assez nauséabond et avec qui je n'ai pu avoir aucun dialogue, hein, parce qu'après cet article, moi j'ai quand même voulu répondre et je me posais les questions pourquoi d'un coup on met ça en avant en une, alors qu'il n'y a pas d'enquête, alors qu'il n'y a rien eu. Enfin voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Elle m'a traité de menteur dans la presse. Elle a dit que ça pouvait pas être un flashball, que bon bref, voilà. Donc du coup après j'ai été convoqué dans les bureaux de la police à Avignon, Ok. reçu par trois gars en civil. Le pistolet à la ceinture. Bon après ça c'est leur rôle, hein, ils sont flics. Mais là, ils te font rentrer dans leur bureau pour t'interroger et pour te confronter aux images par rapport à ta plainte. Tu rentres dans le bureau, sur le côté droit, tu as un poster de 300, tu sais, le film, avec les Spartiates, voilà. Le gars qui m'interroge, en fond d'écran, il a sa figure grimée en Spartiate. Ok. D'accord. Et derrière moi, au mur, il y a accroché une Kalachnikov. Et c'est là qu'on m'interroge pour savoir si j'ai eu des problèmes avec la police. Et spécial l'ambiance. Donc spécial, tu vois. Bon après, les gens par rapport aux gars eux-mêmes, ils ont été corrects. Il n'y a pas eu mais quand même une ambiance un peu chelou quand même. On me montre les vidéos, donc forcément les vidéos pendant les manifestations, il faut savoir que les vidéos elles sont là pour surveiller et que du coup ils mettent quelqu'un derrière les appareils quand ils savent qu'il va y avoir une manifestation. Mais par contre, cette personne a consigne de filmer uniquement les manifestants. Donc en fait, officiellement, eux dans leurs vidéos, ils n'ont aucune image de la police. C'est-à-dire que tu as les mouvements de foule des manifestants, tu as les manifestants qui avancent, mais à aucun moment tu n'as une image d'un policier qui tire, d'un policier qui avance, qui intervient. Donc en fait, les images, alors on m'a confronté aux images, donc oui, on me voit au milieu de la foule, on me voit m'écrouler alors que rien ne se passe autour de moi. Et le flic me regarde et il me dit mais là quand vous vous écroulez, ça peut être un manifestant qui vous a tapé ou ça peut être un caillou. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a répondu, en gros, quoi. Donc, depuis, la plainte est toujours, on sait pas où. Mon avocate a refait un courrier et tout, mais on sait pas où elle est. J'ai écrit au défenseur des droits qui m'a répondu super gentiment et tout, mais qui y a rien qui a avancé non plus. C'est-à-dire que depuis, je n'ai aucune nouvelle. C'est-à-dire que je n'ai même pas un truc qui dit votre affaire est classée, on s'en fout, vous êtes en tort. Je n'ai rien. C'est pire. Rien du tout, quoi. Et par contre, ça, je voulais le rajouter, c'est qu'en plus, moi, quand j'ai parlé à la presse après mon truc, et moi, comme j'ai dit à la presse, je cherche pas un coupable, en fait. Je m'en fous du flic qui a tiré, je m'en fous qu'il soit puni ou quoi que ce soit. Mais je veux qu'à un moment, l'institution dise, on est responsable de ces dégâts-là. Mais pas que sur moi, sur plein d'autres choses. L'institution doit reconnaître ses torts, mais parce que ça fonctionne comme ça, normalement, une démocratie. Absolument. S'il y a des appels en justice, s'il y a des appels ou s'il y a des trucs comme ça, c'est justement parce que entre guillemets, on reconnaît que même nous, même les fonctionnaires peuvent faire des fautes. Donc moi, je m'en fous de je m'en fous de qui a tiré, je m'en fous des raisons pour lesquelles il a tiré, machin. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est juste que quelqu'un dise, oui, on a tiré,
oui, la balle a atteint la tête, donc il y a eu un tir qui n'était pas dans ce que doit être un tir de LBD, c'est-à-dire en dessous des épaules, et oui, nous en sommes responsables. Voilà. Après, je sais pas. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont très procéduriers, qui auraient demandé des dommages et intérêts et tout. Moi, je suis tout à fait conscient que j'étais dans une manifestation, que certes, je n'ai rien à me reprocher, mais que ça, entre guillemets, ça fait partie du risque. C'est comme quand tu prends ta voiture, tu peux tomber en panne, tu peux avoir un accident, voilà, ça fait partie du truc. Mais par contre, à un moment, avoir une institution qui se dit entre guillemets régalienne de la République, etc. Eh ben, je suis désolé, mais le premier truc qu'elle devrait faire, c'est reconnaître ses erreurs, dire là, on a merdé. Tu vois, mais même juste un article en disant ce jour-là, on était en sous-effectif, on pensait pas qu'ils seraient aussi nombreux, la situation a dégénéré, mais à aucun moment il y a une remise en question en fait de ces gens-là. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que et sur tous les événements des Gilets jaunes, ça a été comme ça. C'est-à-dire que le gars, s'il s'est fait éborgner, c'est parce qu'il a couru au mauvais endroit. L'autre, c'est parce qu'il a ramassé un truc. Et en fait, il y a toujours une excuse pour pas que l'institution dise ouais, là on a merdé. Là, bon ben ça arrive. On a, je sais pas moi, 200 000 interventions par an. Et ben sur 5 000 interventions par an, on est nul. On est nul et il faut qu'on s'améliore. Mais ça, ils sont pas capables de le faire. Ils sont pas capables de le dire. On a des images, enfin moi j'ai vu des images sur internet où tu as des gars en civil avec des LBD, avec des casques Quechua, que tu sais même pas si c'est un manifestant ou pas un manifestant, qui sont là et qui hurlent ouais, dégomme-le en pleine tête, un machin. Enfin voilà. Et après tu apprends que c'est des flics. Il y a un moment aussi où l'institution et même l'État lui-même, en tant qu'État et en tant que doit reconnaître ses torts. Je veux dire, on est tous faillibles, on est tous machin, mais à un moment, si tu fais tomber la culpa, ça se passera toujours mieux, toujours. Je suis entièrement d'accord. Je vois pas comment on peut raisonnablement dire le contraire de ce que tu dis. Voilà, en plus c'est ça, tu vois. C'est vrai dans plein d'autres cas. Je veux dire, la façon dont la crise Covid a été gérée, toutes les histoires des masques, faut les mettre, faut pas les mettre, c'est pareil. Il suffirait à l'État d'être honnête, de dire bon bah on n'a pas été compétent là-dessus. Ça passerait mieux en fait, plutôt que d'essayer de mettre les merdes sous le tapis. Voilà, donc non, je partage complètement. J'espère que d'ailleurs, voilà, moi j'ai une toute petite audience sur ce podcast, ça fait quelques semaines que je l'ai lancé, mais si ça peut aider d'une manière ou d'une autre, ce sera vraiment avec un grand plaisir que j'aiderai, voilà, avec ça quoi. Mais Bah volontiers, mais c'est aussi pour ça que j'avais accordé des interviews et ouais, que j'avais parlé et c'est aussi pour ça que je le refais, c'est parce que là je me rends compte que 3 ans après, il y a une majorité des dossiers gilets jaunes qui sont passés à la trappe et qu'il y a des gens qui ont eu leur moi entre guillemets, ben, j'ai perdu quelques mois de ma vie, j'ai eu de la colère, j'ai encore des trucs et tout, mais il y a des gens qui ont plus de vie normale. Il y a des ouais, c'est gens clair. qui ont été fracassés, il y a des gens qui ont perdu un œil et qui ont des maux de tête toute la journée. Enfin, je veux dire, il y a des vies fracassées et derrière, il y a eu aucun geste de l'État, aucun, à part le mépris, à part le mépris. Vraiment quoi, vraiment. Et à un moment, comme je pense que c'est exactement le même processus que ce qu'on disait en banlieue, c'est qu'à un moment, quand t'es méprisé, tu deviens violent, tu deviens violent. Et que je pense que ces gens-là, tu vois, des gilets jaunes, là, il y a plus personne qui en parle. Certes, c'est mort et tout, mais le jour où il va sortir un truc genre les gilets violets ou les gilets bleus, eh ben ça va être très 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 violent, très. Parce que le ressenti, le truc que ces gens-là, parce que moi je l'ai vécu, mais je faisais pas partie du mouvement gilets jaunes. Mais il y a des gens qui l'ont vécu, qui faisaient partie de ce mouvement-là et qui sont restés dans cette sphère-là de relations et tout. Et je peux te dire que ces gens-là sont très très en colère, très. Je le sais parce que moi j'ai encore des contacts avec des gens qui m'avaient contacté pour qu'on prenne les mêmes avocats, les machins. J'ai pas voulu parce que justement je fais pas partie de ce mouvement et que je me suis pas reconnu dedans. Mais par contre, je sais que la colère, elle est là, quoi. Et que oui, ils se sont tus, oui, il y a eu la crise Covid, oui, leur mouvement, il s'est complètement désolidarisé et tout. Mais ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées, cette violence, cette haine, et qui vient pas que de nos banlieues, hein, parce que là, on l'a vu qu'elle venait aussi de nos campagnes, qu'elle venait de nos machins, etc. Absolument. Mais cette violence, il y a rien qui a été solutionné. Je veux dire, ces gens-là, ils vivent pas mieux. Et en plus, ils ont été traités avec mépris et dédain et violence. Donc forcément, je pense que
ces gens-là ont de la mémoire et que le jour où ça va rebouillonner et que la cocotte minute va encore être pleine, ça risque d'être encore plus problématique pour l'État et aussi pour nous, hein, pour tout le monde du coup. Justement, Voilà. quand on voit ces tensions au sein de la société française, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des mouvements sociaux de grande ampleur, hein, et quand on voit qu'il y a eu une Ouais. répression aussi féroce que ce qu'on vient d'évoquer, et ce que toi tu as subi, on peut légitimement se demander si tout ça, et c'est un peu ce que tu évoquais là, ça va pas «mal finir» entre guillemets. Du coup, j'aurais aimé, voilà, pour conclure, avoir un peu ton ressenti, peut-être, voilà, savoir si tu étais optimiste, pessimiste, comment tu voyais les choses à court ou moyen terme? Alors court ou moyen terme, je sais pas parce que j'ai pas les deux pieds enfin, je fais un boulot assez solitaire et tout, donc du coup enfin, je dialogue avec mes clients, mais c'est pas pareil que quand tu fais partie d'une entreprise ou d'un truc où tu sens peut-être un peu plus la société. Mmh. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, on va vers de la violence. Je veux dire, on est dans un pays où il faut se rendre compte qu'il y a eu, entre guillemets, une insurrection populaire avec les Gilets jaunes. On a des graves problèmes dans les banlieues. Et de l'autre côté, on a une extrême droite qui arrête pas de grossir et qui se sent pousser des ailes parce que franchement, c'est de plus en plus entre guillemets au vu de tous. Je Mmh. veux dire les groupuscules d'extrême droite à Lyon, à Marseille, à Bordeaux qui ouvrent des bars, des petits machins, des trucs qui font chier la moitié. Enfin, ça se radicalise des deux côtés, c'est ça que je veux dire. Mmh. Quand tu vois qu'on en arrive à ce que des généraux retraités fassent des tribunes avec plus entre guillemets des appels à la guerre civile ou au putsch, mais entre guillemets, tu vois, c'est déguisé, mais mine de rien, le fond du truc, ça veut dire ça quand même. Moi, à titre Le fond du personnel, je l'ai truc, pas ça veut ressenti dire tout à ça. fait comme ça, mais voilà, chacun a son ressenti. Moi, je Ouais, ouais. Je comprends aussi enfin, je vois aussi comment t'as pu le ressentir. Mais après, là, il y a pas longtemps, là, il y a eu encore un truc d'un militaire qui est par contre en fonction et qui a fait une tribune aussi pour appeler à la guerre civile. On a eu le général de Villiers qui a toujours en travers ce qui s'est passé avec Macron, ce que je peux mmh. comprendre, mais qui est quand même particulier aussi comme gars. Faut pas oublier que dans une bonne faction des Gilets jaunes, il y avait beaucoup d'anciens militaires et qui étaient plutôt à l'extrême droite et qui, voilà. Je pense il y a un truc qui se cristallise. Il y a un truc. Oui, ça devait. Enfin, pour moi, on est quand même dans un moment entre guillemets de néant politique et de néant idéologique. Et du coup, plus de violence, je trouve. Il y a tellement, enfin, je pense enfin, moi, je vois le futur pas très, moi, je suis pas un grand optimiste en même temps, donc ma femme, elle me le dit tout le temps. Mais, mais ouais, moi, je pense pas, peut-être pas vers de suite une guerre civile, mais je pense qu'on va vers des confrontations compliquées, ouais. OK. Très bien, très Moi, pour bien. ma part, enfin, tu vois, enfin, pour te préciser les choses, moi, j'ai mes grands-parents qui ont 92 et 93 ans et qui vivent toujours dans les banlieues Ouais. nord à Marseille. Mmh. C'est-à-dire que eux, c'est les derniers, eux, dans l'immeuble qui fait 5 étages et qui fait, je sais pas, 600 mètres de long, c'est les derniers blancs. Les derniers blancs. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est le dealer qui monte les courses à ma grand-mère. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils vivent dans cette Ouais. atmosphère-là, quoi. Donc, et moi, je vois comment ce quartier est devenu en 30 ans, comment il s'est Mmh. métamorphosé, parce que ma mère a grandi là-bas. Mmh. Moi, j'y allais après pour voir mes grands-parents, ou des fois mais j'y passais certaines de mes vacances. Ce qui Mmh. prouve bien que ma mère me laissait dans un endroit qu'elle pensait correct. Moi, je jouais en bas de ces immeubles. Mmh. Tu vois, il y a 30 ans, je jouais en bas de ces immeubles. Maintenant, moi, quand j'y vais ou quand ma mère y va, je te promets que ni toi ni moi, on laisse nos enfants jouer en bas de l'immeuble. Ouais. Mais même si ton enfant, il a 18 ans, Mmh. même ça, je te jure, il y a c'est des no man's land. C'est des no man's land. C'est des trucs, on peut même, enfin, c'est des trucs, c'est des petits endroits autogérés en fait. C'est fini, l'État il rentre plus là-bas. C'est des petits endroits autogérés par le trafic de drogue, par les petits boulots, etc. Et ces territoires-là, on les a perdus. On les a Mmh. perdus. Et tout le cirque que nous fait Darmanin en disant machin et tout, non, c'est pas vrai, on va pas les reprendre. On n'y arrivera pas. C'est pas vrai quoi. Moi, j'ai vu la situation tellement se détériorer
Et pourtant, le dealer d'en bas, il respecte mes grands-parents comme personne n'arrête. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il leur dit bonjour madame, bonjour monsieur, il monte les courses, il fait monter ma grand-mère. Et parce que ces gamins, c'est leur vie en fait, c'est leur pays, la cité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ils se battront pour leur cité, ils se battront pas pour la France. Ils en ont rien à branler, la France. Donc du coup, on va arriver à je pense à des confrontations qui vont être très compliquées. Et en plus, comme je te disais tout à l'heure, on fait plus aucune nuance et on se comprend de moins en moins. Entre générations et entre gens différents, on se comprend de moins en moins. Et du coup, je vois pas trop de solutions, je t'avouerai. Et surtout avec notre chère élite politique que nous avons en ce moment, qui est quand même au plus bas des pâquerettes que j'ai jamais connues, quand même. Je suis d'accord. Bon, constat difficile, on va alléger un peu le ton. Comme je t'ai dit, j'ai des questions bonus. Peut-être avant ça, si faire un peu de pub pour ton salon de tatouage, si tu peux rediriger les gens, si vous êtes dans le Vaucluse, que vous voulez un tatouage, je te laisse faire ton plug. Écoute, je sais pas quoi, c'est pas trop mon truc, la promo comme ça. Simplement, où est-ce que t'es, dans quel coin, où est-ce qu'on peut te joindre, ce genre de choses. Je suis à Châteauneuf-de-Gadagne, donc c'est dans le 84, juste à côté d'Avignon, à une 15aine de bornes. Et on peut me joindre par Facebook, par Instagram, par tous les réseaux sociaux, à Maxime Bamboujo, BAMB2OJO. Et après, vous êtes bienvenus. Je vous accueillerai avec plaisir. Super. Et vous renseignerez avec plaisir. Je mettrai les liens dans la description. Et donc voilà. Donc si vous êtes dans le Vaucluse, que vous voulez un tatouage, n'hésitez pas. Et donc, question bonus. Donc, je te préviens, beaucoup plus léger. Voilà, c'est plus pour conclure sur une note. Comment tu ferais pour décrire la couleur rouge à une personne qui est aveugle de naissance? La couleur rouge à quelqu'un qui est aveugle de naissance. Putain, c'est dur. Ouais, c'est pas évident, ouais. Ouais, c'est pas évident. Comment tu ferais ça, toi? Je lui mettrais la main au-dessus d'une flamme pendant une petite minute. Non, je sais pas, rouge. Et le truc, c'est que quand tu es aveugle de naissance, comment tu fais pour avoir... c'est toute la question. Les visualisations cérébrales, ils ont des couleurs, du coup. Comment tu pourrais faire T'as répondu quoi, toi, à ta propre question? Je me la suis posée, mais on me l'a jamais posée, donc j'ai jamais répondu officiellement. Moi, je répondrais. Je pense que moi, j'essaierais de donner soit des phénomènes naturels qui sont liés à ça. Par exemple, rouge, c'est la couleur du sang. Et donc, le sang, il y a toute une symbolique derrière. Soit j'ai trouvé ça intéressant parce que je l'ai posé à un invité précédent, et lui, ce qu'il disait, c'est aussi que le rouge, c'est la couleur de la passion, de l'amour, des émotions fortes, tu vois. Donc, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Peut-être que j'arriverai à lui parler d'amour, de révolution, de changement, de sang, tout ça. Après, parler que du sang, c'est compliqué parce que du coup, le sang, si tu l'as jamais vu, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de ça a une odeur précise. Ça a une odeur. Ouais, ça a une odeur, mais oui, mais quand il y en a une grosse quantité, oui, tout à fait. Ça, par contre, ça a un goût. Ça a un goût. Mais je sais pas. Je pense que j'irai plus vers la passion et la révolution et le je sais pas, un truc un peu plus violent, un peu plus. Ok. Très bien. Bah écoute Maxime, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé ce temps, c'était super intéressant. Encore une fois, je redirige les auditeurs, auditrices qui sont notamment de passage ou qui résident dans le Vaucluse. Si vous voulez un beau tatouage, n'hésitez pas à passer Châteauneuf-de-Gadagne, donc Maxime Bamboujo. Je mettrai les liens dans la description. Et puis, à une prochaine. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux, ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer Nouveau Paradigme directement en vous rendant sur patreon.com/NoéJacomet.
Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.